Le matin du 25 août 2025, à Ouagadougou, une annonce a secoué tout le Burkina Faso. Le pays a récolté 100 000 tonnes de poissons, représentant 200 millions de dollars. Cette nouvelle était bien plus qu'une simple réussite économique, c'était une véritable déclaration de souveraineté. Depuis des décennies, le Burkina Faso dépendait des importations, mais cette récolte marquait la fin de cette époque. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa vision politique, ne voyait pas seulement un secteur agricole en expansion, mais un acte symbolique de résilience et d'indépendance nationale. Mais pourquoi le poisson? Et pourquoi ce choix pour un pays enclavé? Ce 25 août 2025, Ibrahim Traoré ne se contentait pas de gouverner, il redéfinissait l'avenir du Burkina Faso. L'annonce de la récolte de 100 000 tonnes de poissons représentait bien plus qu'un simple exploit agricole. C'était un défi lancé à des décennies de dépendance, un coup de maître dans une stratégie audacieuse visant à assurer l'indépendance alimentaire du pays. En choisissant de concentrer ses efforts sur l'aquaculture, Traoré ne voulait pas seulement combler une crise alimentaire, mais rétablir la souveraineté du Burkina Faso. Le poisson, si modeste en apparence, devenait un symbole puissant de la lutte contre la dépendance. La question qui se posait alors, le pays enclavé pourrait-il maintenir cet élan face aux défis environnementaux, politiques et économiques? Le poisson pouvait-il devenir la clé pour sécuriser les frontières nationales, ou n'était-ce qu'une illusion, une réponse trop fragile à un problème bien plus complexe? L'avenir du Burkina Faso ne se jouerait pas seulement dans les filets de pêche, mais dans la capacité de cette révolution alimentaire à perdurer. Le projet ambitieux du capitaine Ibrahim Traoré a pris forme après des années de lutte contre la faim et la dépendance alimentaire. Pendant des décennies, le Burkina Faso avait été contraint d'importer ses ressources alimentaires, principalement du Ghana et du Côte d'Ivoire, créant ainsi une vulnérabilité économique et une dépendance que l'État ne pouvait plus supporter. L'initiative de Traoré n'a pas été une simple réponse à une crise alimentaire immédiate, c'était une vision long terme visant à transformer la souveraineté du pays en matière de ressources naturelles. La grande question était de savoir si un pays enclavé, situé au cœur du Sahel, pourrait réellement se débarrasser de cette dépendance en utilisant ses propres ressources internes. L'idée de transformer les lacs et réservoirs du pays en moteur de production alimentaire semblait radicale, mais elle répondait à une réalité évidente. La sécurité alimentaire était liée à la sécurité nationale. Si un pays ne pouvait pas nourrir son peuple, il se trouvait à la merci des fluctuations extérieures et des crises mondiales. Le capitaine Traoré a donc signé un décret en juin 2025 qui modifiait fondamentalement la politique agricole du pays. Chaque étendue d'eau, chaque réservoir du Burkina Faso serait désormais dédié à la production de poissons. Une fois cette décision prise, il ne s'agissait plus de recevoir de l'aide étrangère ou d'attendre une solution miracle. C'était une question de souveraineté retrouvée. Le lancement de ce programme a été spectaculaire. Des milliers de tilapias et autres poissons ont été introduits dans les réservoirs et lacs, préparés par des biologistes et scientifiques locaux pour résister aux conditions climatiques extrêmes du Sahel. Les pêcheurs, autrefois désespérés par la sécheresse et la faiblesse des marchés locaux, ont vu renaître leur métier. Ce n'était plus une aide humanitaire, mais un véritable projet de transformation économique et sociale intégrant des communautés entières dans un processus de production durable. L'impact immédiat a été visible. Des marchés remplis de poissons frais, des écoles où les enfants mangeaient enfin des repas équilibrés et des cliniques qui n'étaient plus saturées par la malnutrition. Pourtant, ce n'était que le début. Le capitaine Ibrahim Traoré, un leader militaire devenu figure centrale de la politique burkinabé, a rapidement compris que la véritable souveraineté du pays reposait non seulement sur la défense militaire, mais aussi sur l'autosuffisance alimentaire. Depuis son arrivée au pouvoir, il avait été confronté à des défis de taille. La menace terroriste au Sahel, les tensions politiques internes et la dépendance extrême du pays vis-à-vis de l'aide internationale. Pour lui, l'indépendance alimentaire devenait un axe stratégique majeur. En choisissant de miser sur l'aquaculture, Traoré a offert au Burkina Faso une occasion unique de renouer avec sa dignité. La mise en œuvre de ce projet n'a pas été simple. En 2025, l'introduction de poissons dans les lacs du pays a nécessité non seulement une mobilisation logistique importante,
mais aussi une collaboration étroite entre scientifiques, pêcheurs et autorités locales. En quelques mois, des milliers de poissons ont été relâchés dans les réservoirs, transformant des étendues d'eau autrefois sous-exploitées en véritables sites de production alimentaire. Le résultat a été immédiat. Là où la sécheresse avait détruit l'agriculture, des bassins nourrissaient désormais les familles locales. Les pêcheurs, qui avaient abandonné leur métier face à la crise, ont vu revenir des filets pleins de poissons, remplissant à la fois leurs estomacs et ceux des Burkinabés. Les premiers effets visibles ont été d'une grande portée. Les enfants ont retrouvé de l'énergie et leurs performances scolaires se sont améliorées grâce à une alimentation plus équilibrée. Les marchés locaux ont prospéré et des femmes entrepreneuses ont vu une occasion de générer des revenus stables en transformant et en vendant le poisson. Mais cette révolution ne s'est pas limitée à l'économie. Elle a profondément changé la perception de la souveraineté nationale au Burkina Faso. L'année 2025 a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso. La décision du capitaine Ibrahim Traoré de lancer une initiative audacieuse pour restaurer la souveraineté alimentaire du pays n'était pas simplement une réponse aux défis économiques, mais une stratégie géopolitique visant à renforcer l'autosuffisance du Burkina Faso et à réduire sa vulnérabilité face aux influences extérieures. Le pays, enclavé et frappé par des sécheresses récurrentes, s'était retrouvé à la merci de ses voisins pour ses besoins alimentaires essentiels. Mais avec la crise alimentaire qui se profilait, Traoré a pris une décision radicale. Transformer chaque lac et réservoir du pays en un outil de production alimentaire. La première étape de cette initiative a été lancée en juin 2025. Le gouvernement a signé un décret historique ordonnant l'introduction massive de poissons dans les réservoirs et les lacs artificiels du pays. Des espèces résistantes telles que le tilapia, le poisson-chat et la carpe ont été choisies pour leur capacité à prospérer dans les conditions difficiles du Sahel. Ces poissons ne seraient pas seulement une source de protéines pour les populations locales, mais aussi un symbole de la résilience et de la souveraineté retrouvée du Burkina Faso. Les premiers mois ont été marqués par des difficultés logistiques et techniques. Les scientifiques et les biologistes ont dû adapter leurs méthodes d'élevage pour garantir la viabilité des poissons dans un environnement aussi hostile. Des formations ont été organisées pour les agriculteurs et les pêcheurs locaux afin qu'ils puissent gérer efficacement les étangs, contrôler la qualité de l'eau et éviter la propagation des maladies. Une fois les infrastructures mises en place, les résultats ont été spectaculaires. Le mois de septembre 2025 a vu les premiers filets remplis de poissons, une vision inédite après des années de désertification des rivières et réservoirs. Dans les villages où les pêcheurs étaient désespérés par la sécheresse et l'effondrement des marchés, une nouvelle vie a émergé. Le poisson est devenu non seulement une source de nourriture, mais aussi une source de revenus. Les marchés locaux ont commencé à prospérer et des coopératives de femmes ont vu le jour, permettant aux entrepreneuses de vendre le poisson séché ou fumé. Les écoles, autrefois confrontées à des taux de malnutrition alarmants, ont pu fournir des repas nutritifs aux élèves, améliorant ainsi leur concentration et leur rendement scolaire. Les hôpitaux, qui étaient souvent submergés par des cas de malnutrition, ont commencé à voir une réduction significative des admissions, car les enfants avaient désormais accès à une alimentation plus riche et variée. Cependant, cette révolution alimentaire n'a pas été sans défi. En dépit des progrès significatifs, des questions demeuraient, les infrastructures du Burkina Faso étaient-elles prêtes à soutenir un tel changement à long terme ? La production de poissons pourrait-elle être maintenue face aux sécheresses persistantes et aux menaces écologiques? Le programme serait-il durable face à la pression des marchés mondiaux et aux tentatives de corruption? La réponse à ces questions ne venait pas uniquement des autorités centrales ou des experts internationaux, mais des communautés elles-mêmes qui étaient désormais les acteurs principaux de cette transformation. Malgré les scepticismes et les critiques provenant de l'extérieur, notamment de la part des analystes occidentaux qui qualifiaient cette initiative de fragile et risquée, les résultats sur le terrain ont été convaincants. Les importations alimentaires ont diminué de manière significative et le pays a commencé à voir un renversement dans sa balance commerciale.
L'initiative de Traoré ne se limitait pas à une simple stratégie agricole, mais était devenue un symbole de la souveraineté retrouvée du Burkina Faso, avec des ramifications qui dépassaient les frontières du pays. Les pays voisins, comme le Mali, le Niger et le Togo, ont commencé à prendre des notes et ont envoyé des délégations pour observer cette transformation inédite. En octobre 2025, les experts internationaux ont dû admettre que la vision de Traoré, bien que risquée, avait donné naissance à une résilience alimentaire inédite en Afrique de l'Ouest. Mais la véritable question demeurait. Cette révolution alimentaire pourrait-elle survivre aux prochaines crises climatiques et politiques ? Passons maintenant aux chiffres qui illustrent l'impact de cette révolution. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En seulement 6 mois, la production de poissons dans les lacs et réservoirs du pays a atteint près de 50 000 tonnes, soit la moitié de l'objectif initial de 100 000 tonnes. Cette production a permis de couvrir une part significative des besoins alimentaires internes, réduisant ainsi la dépendance du pays vis-à-vis des importations, qui ont chuté de 15% dans les 6 premiers mois du programme. Le coût de l'importation de poissons et autres produits alimentaires a diminué, ce qui a permis au pays d'économiser des millions de dollars. D'un point de vue nutritionnel, les résultats ont également été frappants. Les enquêtes menées dans plusieurs régions ont révélé une baisse significative des taux de malnutrition infantile. Dans les zones pilotes, où les repas scolaires avaient été intégrés dans le programme, les indicateurs de croissance chez les enfants se sont améliorés de 25% en seulement 6 mois. Les écoles, autrefois confrontées à des absences dues à la maladie, ont enregistré une augmentation de la fréquentation scolaire de 10% dans les 3 premiers mois, et les enfants étaient plus attentifs en classe grâce à une meilleure alimentation. Sur le plan économique, le programme a créé des emplois dans toute la chaîne de valeur du poisson: élevage, transformation, distribution et vente. Des milliers de pêcheurs ont retrouvé leur métier et de nouvelles coopératives de femmes ont émergé, spécialisées dans le fumage et la vente de poissons. Les microcrédits octroyés aux femmes entrepreneuses ont permis à des centaines d'entre elles de développer des petites entreprises locales, contribuant ainsi à la croissance économique des zones rurales. Les marchés locaux se sont remplis de produits frais et des unités de stockage frigorifique ont été mises en place pour conserver les poissons pendant les longues périodes de transport. L'impact de la politique de souveraineté alimentaire a également été mesuré à travers des indicateurs sociaux. Les familles et des régions bénéficiaires ont signalé une amélioration générale de leur niveau de vie, avec un revenu moyen augmenté de 30% grâce à la vente de poissons et produits dérivés. Les femmes, qui étaient traditionnellement exclues des activités économiques à plus grande échelle, ont vu leur rôle se renforcer. Elles sont devenues les principales actrices de cette transformation, non seulement en matière de gestion des ressources, mais aussi en tant qu'actrices économiques essentielles. Enfin, l'impact environnemental, bien que mesuré sur un plus long terme, commence à se faire sentir. Les programmes de gestion durable des lacs et réservoirs ont été mis en place, avec un suivi régulier de la qualité de l'eau et des espèces aquatiques. Bien que la sécheresse demeure une menace constante dans la région, la capacité du pays à gérer ses ressources en eau a considérablement augmenté grâce à des techniques d'irrigation et de gestion plus efficaces. L'initiative de Traoré a montré que le Burkina Faso, malgré ses nombreux défis, était capable de prendre en main son destin alimentaire et de s'appuyer sur ses propres ressources pour construire un avenir plus stable. Cependant, ce succès ne peut être considéré comme acquis. La durabilité de ce modèle dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir cette dynamique et à gérer les risques liés au changement climatique, à la corruption et à la pression internationale. Néanmoins, les premiers résultats montrent que ce programme pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines confrontées aux mêmes défis. Examinons maintenant les points de vue contrastés sur cette révolution du poisson. D'une part, les défenseurs du programme soulignent que l'indépendance alimentaire est un pilier fondamental pour garantir la stabilité politique et sociale d'un pays. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des importations alimentaires, est désormais capable de nourrir une partie significative de sa population grâce à ses propres ressources. De plus, la production de poissons dans des réservoirs et lacs artificiels permet non seulement de sécuriser l'alimentation, mais aussi de réduire les pressions sur les terres agricoles
qui sont souvent fragiles et exposés à des conditions climatiques extrêmes. Le succès du programme démontre la possibilité d'adapter des solutions locales aux défis mondiaux de la sécurité alimentaire, surtout dans une région aussi vulnérable que le Sahel. Cependant, les critiques ne manquent pas. D'un côté, certains experts estiment que cette dépendance accrue à l'aquaculture pourrait créer de nouveaux défis écologiques, notamment la gestion durable des ressources en eau et la surpêche. L'élevage intensif en cage de poissons, bien que profitable à court terme, peut entraîner une dégradation de l'écosystème aquatique, en particulier en raison des déchets produits et de l'utilisation de produits chimiques. Ces risques écologiques posant la question de la durabilité de l'initiative face au changement climatique. De plus, certains observateurs internationaux se demandent si un programme de cette envergure pourra résister à l'épreuve du temps. Bien que les résultats initiaux soient prometteurs, l'infrastructure nécessaire pour maintenir une telle production à grande échelle reste fragile. Le climat du Sahel, caractérisé par des sécheresses fréquentes et des conditions extrêmes, représente un défi majeur pour la stabilité à long terme de l'aquaculture. De plus, la gestion des chaînes d'approvisionnement, des ressources humaines et des marchés est un défi constant qui pourrait compromettre les succès obtenus. En résumé, la révolution du poisson du Burkina Faso, tout en étant d'un succès indéniable à ce jour, reste confrontée à des défis significatifs. Le programme prouve qu'il est possible de construire une souveraineté alimentaire durable, mais sa réussite à long terme dépendra de la capacité à gérer les risques environnementaux, à garantir la résilience face aux aléas climatiques et à maintenir une gouvernance efficace pour prévenir la corruption. L'initiative de Traoré a déjà démontré des résultats impressionnants, mais les vrais défis commencent maintenant. À mi-parcours de cette révolution alimentaire, les questions se multiplient. Ce modèle peut-il réellement durer face aux pressions environnementales et politiques ? Le Burkina Faso, bien que fier de ses premières réussites, se trouve maintenant à un carrefour décisif. L'infrastructure du pays, bien qu'en pleine évolution, doit encore se renforcer pour soutenir cette transformation. Les sécheresses qui frappent le Sahel ne disparaîtront pas, et les défis logistiques liés à la gestion de l'aquaculture, à la transformation du poisson et à la distribution restent colossaux. Mais ce qui est peut-être encore plus crucial, c'est de savoir si le pays saura éviter les pièges classiques de la gestion de ressources naturelles. À travers l'histoire, de nombreux projets agricoles ambitieux ont échoué en raison de la mauvaise gestion des ressources ou de la corruption. Les promesses de prospérité alimentaire pourraient-elles se transformer en une nouvelle forme de dépendance ? Traoré et ses alliés devront démontrer que la durabilité de ce modèle repose sur des pratiques solides, transparentes et véritablement inclusives. Pour le moment, l'avenir de cette révolution alimentaire repose sur l'engagement continu des citoyens et des autorités. L'impact réel de la révolution alimentaire du Burkina Faso, lancée par Ibrahim Traoré, commence à se mesurer concrètement dans la vie quotidienne des Burkinabés. Depuis l'introduction massive de poissons dans les lacs et réservoirs du pays, les effets se sont rapidement fait sentir dans plusieurs secteurs clés, la nutrition, l'économie locale et la stabilité sociale. Mais cette transformation n'est pas uniquement une question de chiffres, c'est une question de transformation tangible du mode de vie des populations. Les résultats nutritionnels ont été immédiats et positifs. Dans les zones où l'aquaculture a été déployée, les taux de malnutrition infantile ont chuté de manière significative. Les enfants qui mangeaient auparavant des repas pauvres en protéines ont désormais accès à une alimentation plus riche, et les écoles locales, qui étaient autrefois frappées par l'absentéisme dû à la faim, ont vu une amélioration des performances scolaires et de la présence en classe. Ce n'est plus un secret. Un enfant bien nourri est un enfant plus productif, plus concentré et plus capable de participer activement à son éducation. Du côté économique, le pays a connu un véritable rebond. Les marchés ont été remplis de poissons frais et transformés, donnant naissance à de nouvelles entreprises, notamment parmi les femmes qui se sont lancées dans la vente et la transformation du poisson. Des milliers de nouvelles coopératives ont vu le jour, et les recettes générées par ces nouvelles entreprises ont permis d'améliorer les conditions de vie des familles rurales. Ces femmes, historiquement exclues des circuits économiques formels, sont devenues des actrices principales du développement économique local, stimulant ainsi l'emploi et la croissance dans des régions
auparavant marginalisés. En parallèle, les collectivités locales ont vu un renouveau de la fierté et de l'espoir. La production de poissons est perçue non seulement comme une victoire économique, mais aussi comme un symbole de la souveraineté retrouvée du pays. Là où, auparavant, les Burkinabés étaient dépendants des importations, ils se trouvent maintenant maîtres de leur destin alimentaire. Cela a renforcé un sentiment de fierté nationale et a contribué à apaiser certaines tensions sociales, notamment en réduisant l'écart entre les zones rurales et urbaines. Le pays se dirige progressivement vers une plus grande indépendance et une plus grande résilience face aux crises externes, qu'elles soient économiques, politiques ou climatiques. Cependant, la question de la durabilité à long terme de ce modèle demeure. Le Burkina Faso devra continuer à investir dans l'infrastructure de l'aquaculture, dans la gestion des ressources en eau et dans la formation des populations pour garantir la pérennité de ce programme. Le pays devra également faire face à des défis environnementaux de taille, notamment les sécheresses récurrentes et la gestion des risques écologiques liés à l'élevage intensif des poissons. Malgré ces défis, les premiers résultats sont là, la sécurité alimentaire s'améliore, l'économie locale redémarre et la souveraineté alimentaire est de plus en plus une réalité tangible. C'est un changement de paradigme pour le Burkina Faso qui, sous la direction d'Ibrahim Traoré, commence à démontrer que la transformation profonde d'une nation passe non seulement par des réformes politiques, mais aussi par la gestion stratégique de ses ressources naturelles. À mesure que le Burkina Faso poursuit son chemin vers l'autosuffisance alimentaire, plusieurs scénarios se dessinent pour les mois à venir. Ces scénarios sont cruciaux pour évaluer la résilience du pays face aux défis environnementaux, économiques et politiques. L'avenir du programme de Traoré dépendra non seulement de la gestion des ressources internes, mais aussi de la manière dont le pays s'adapte aux pressions externes. Dans un premier scénario, dit de base, le Burkina Faso parvient à maintenir la production de poissons et à renforcer ses infrastructures d'aquaculture. Les initiatives en matière de formation et de gestion des ressources en eau porteraient leurs fruits, permettant d'augmenter la production sans compromettre l'environnement. Les marchés locaux continueraient de prospérer et les familles rurales verraient leurs revenus augmenter de manière stable. Le pays pourrait même commencer à exporter une partie de sa production, consolidant ainsi sa position sur le marché régional. La dépendance alimentaire, déjà en déclin, serait considérablement réduite, et le Burkina Faso deviendrait un modèle pour d'autres nations de la région. Dans un scénario plus optimiste, le programme d'aquaculture burkinabé devient un modèle pour d'autres pays du Sahel, et le Burkina Faso étend son influence régionale. Des partenariats stratégiques se forment avec les pays voisins, notamment le Mali, le Niger et le Togo, qui imitent le modèle burkinabé en développant leurs propres projets d'aquaculture. Cette coopération régionale pourrait conduire à une véritable diplomatie du poisson, avec des échanges commerciaux et des initiatives conjointes pour améliorer la sécurité alimentaire. Le pays bénéficierait également de l'attention croissante des investisseurs internationaux, intéressés par le potentiel économique de cette nouvelle industrie. Sur le plan intérieur, le taux de malnutrition continuerait de chuter, et les écoles rurales auraient des infrastructures plus solides grâce à l'augmentation des revenus. Cependant, un scénario plus pessimiste demeure possible. Si les sécheresses se multiplient et que les infrastructures de gestion de l'eau ne parviennent pas à suivre le rythme de la demande, la production de poissons pourrait stagner, voire diminuer. De plus, la corruption, la mauvaise gestion ou les tensions politiques internes pourraient miner l'efficacité du programme. Le pays risquerait alors de retomber dans une dépendance alimentaire accrue et les conflits liés aux ressources naturelles pourraient ressurgir. Dans ce cas, le projet de Traoré, malgré ses bonnes intentions, pourrait se retrouver confronté à des défis insurmontables, mettant en péril la stabilité économique et sociale du Burkina Faso. En résumé, bien que le Burkina Faso ait fait des progrès impressionnants, le succès à long terme du programme d'aquaculture dépendra de la capacité du pays à maintenir un équilibre entre développement durable, gestion des ressources et stabilité politique. Les mois à venir seront décisifs pour déterminer si ce projet pourra véritablement transformer le destin du pays. La révolution alimentaire du Burkina Faso, menée par Ibrahim Traoré, n'est pas simplement une question de politique agricole. Elle touche des aspects plus profonds de la vie quotidienne des Burkinabés. Cette transformation a ouvert un nouvel horizon,
pour un pays longtemps considéré comme dépendant, non seulement en termes de ressources, mais aussi de dignité nationale. Ce projet a permis à chaque Burkinabé de redécouvrir un sentiment de fierté, de souveraineté et, surtout, d'espoir. Le poisson n'est pas seulement un aliment, c'est un symbole de résilience, une réponse aux défis historiques du pays. En transformant chaque lac, chaque réservoir en une source de nourriture et de revenus, Ibrahim Traoré a redonné vie à des communautés entières. Là où les gens se battaient pour survivre, ils commencent désormais à prospérer. Les femmes, autrefois exclues de l'économie formelle, sont désormais au cœur de ce changement, dirigeant des coopératives, gérant des produits de transformation et influençant des marchés qui, jusqu'alors, leur étaient fermés. Les enfants, eux, bénéficient de cette révolution sous une forme plus tangible, une meilleure éducation, une plus grande attention en classe et une énergie retrouvée. Les écoles ne sont plus des lieux de lutte contre la faim, mais des centres d'apprentissage et de croissance. Ce changement ne se limite pas à la nutrition. Il transforme les communautés, redéfinit les relations sociales et fait de l'autosuffisance alimentaire un pilier de la stabilité. Mais ce changement ne peut se faire sans le soutien continu de la population. Il appartient désormais à chaque Burkinabé de s'assurer que cette transformation ne soit pas un feu de paille. Si le pays veut continuer sur cette voie, il doit s'engager collectivement à préserver et à étendre cette révolution alimentaire. La souveraineté alimentaire est plus qu'une simple politique. C'est un nouveau mode de vie. Pour assurer la pérennité de la révolution alimentaire du Burkina Faso, plusieurs étapes doivent être franchies, chacune nécessitant un engagement fort des autorités, des entreprises locales et des communautés. Voici les principales étapes qui devraient structurer cette transition vers une souveraineté alimentaire durable. La première étape consiste à améliorer les infrastructures actuelles pour soutenir une production à long terme. Cela inclut la modernisation des systèmes d'irrigation et de gestion de l'eau pour garantir la disponibilité des ressources nécessaires à l'élevage du poisson. De plus, des investissements dans des infrastructures de stockage frigorifique, de transformation et de distribution permettront d'éviter le gaspillage et d'assurer un marché stable. La formation des acteurs locaux, qu'il s'agisse des pêcheurs, des agriculteurs ou des entrepreneurs, doit être au cœur de cette stratégie. En leur fournissant les outils nécessaires pour améliorer leurs pratiques, le Burkina Faso pourra non seulement augmenter sa production, mais aussi diversifier les produits dérivés du poisson. L'innovation, notamment l'adoption de technologies modernes pour l'aquaculture durable, doit être encouragée afin de maintenir une productivité optimale face aux défis climatiques. Le succès du programme dépendra également de la bonne gouvernance. Les politiques publiques doivent garantir une transparence totale dans la gestion des ressources, en particulier en matière de distribution des microcrédits et des subventions. Une lutte systématique contre la corruption est nécessaire pour assurer que les fonds et les ressources atteignent les bonnes personnes et ne soient pas détournés. Enfin, le Burkina Faso devra établir des partenariats avec ses voisins et avec des organisations internationales pour partager ses bonnes pratiques et étendre le programme à une échelle régionale.